Éduqués dans le mensonge depuis notre plus tendre enfance, il nous est impossible d'imaginer autre chose que ce dernier. Pour nous, le mensonge est notre vérité. Même dans ses rêves les plus fous, le mensonge n'a osé espérer une période comme la nôtre. À l'instar du film américain Inception, où l'on explore le rêve d'un rêve emboîté dans un autre rêve, il en va de même pour le mensonge globalisé, où le mensonge d'un mensonge est emboîté dans un autre mensonge. Un exemple précis vaut mieux qu'un long discours. Petit retour en arrière, le 14 juillet 2015, jour de l'allocution présidentielle de la marionnette qui gouvernait à l'époque le régime maçonnico-sioniste français, François Mimolette Hollande. Il a menti le plus simplement du monde en direct à la télévision. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. À la question sur la possibilité que l'Iran puisse posséder un jour la bombe atomique, le président de l'autre pays du fromage nous a offert une réponse de Normand à l'accent pied-noir. L'homme qui aimait les dames, en particulier les actrices, mais aussi le fromage, a affirmé que si l'Iran espérait obtenir l'arme nucléaire, cela inciterait d'autres pays de la région à en faire autant, par exemple Israël. Qu'est-ce qu'était ma préoccupation? Éviter la prolifération nucléaire. Ça veut dire quoi la prolifération nucléaire? Ça voulait dire que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite, Israël, d'autres pays voudraient également accéder à l'arme nucléaire. Et ce serait un risque pour la planète tout entière. Donc, il fallait empêcher que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Cette remarque sous-entend sans ambiguïté aucune que l'entité sioniste scélérate ne dispose pas de l'arme nucléaire. C'est le premier bobard. Tout le monde sait qu'Israël possède la bombe atomique. C'est un secret de polichinelle. L'entité sioniste a pour ligne directrice de ne jamais communiquer sur le sujet, laissant planer le doute qui est devenu avec le temps une certitude. Israël dispose de la bombe atomique. Se peut-il que le président Hollande et sa clique ne soient pas au courant des révélations demandées chez Evanounou à propos de la centrale nucléaire de Dimona dans le désert du Negev? Se peut-il que notre cher Boubourse, qui siégeait à l'Élysée, n'ait eu vent de la déclaration belliqueuse et sans équivoque accordée au Guardian le 21 septembre 2003 par Martin Van Crevled, professeur d'histoire à l'Université militaire de Jérusalem? De plus en plus d'Israéliens viennent à considérer le transfert des Palestiniens comme étant le seul salut possible, recours de plus en plus probable chaque jour davantage. Nous possédons plusieurs centaines de têtes nucléaires et de missiles et avons les capacités de les lancer contre des cibles dans n'importe quelle direction, peut-être même jusqu'à Rome. La plupart des capitales européennes sont des cibles atteignables par nos forces aériennes. Nous avons la capacité de démolir le monde si on nous démolit. Et je peux vous assurer que ça se passera avant qu'Israël ne disparaisse. Misons sur la bonne foi de notre ex-monarque insipide et laissons-lui le bénéfice du doute et de l'ignorance. Peut-être ne sait-il réellement rien de tout cela. C'est possible après tout, l'essentiel c'est qu'il sache piloter son scooter, le reste peut bien attendre. Ces deux affaires avaient définitivement entériné l'entité usurpatrice de la Terre Sainte comme une puissance nucléaire. La fameuse et terrifiante option Samson faisait frémir l'humanité et offrait à Israël une protection absolue contre toute attaque ennemie. Le téléspectateur de base, qui connaît un minimum ses classiques propagandistes, se dit à cet instant qu'Hollande nous ment en direct. C'est justement le but recherché. Les journalistes bien dressés ont le réflexe pavlovien de ne pas moufter, mais n'en pensent pas moins. Cette non-réaction valide à nos yeux leur soumission intégrale et leur capacité à diffuser les mensonges d'État sans le moindre scrupule. À ce stade, nous sommes misérablement tombés dans tous les fondamentaux de la tromperie étatique sans nous en rendre compte. Nous avons validé Israël comme disposant de la bombe atomique, persuadés qu'on a confondu notre ex-président en plein mensonge. Nous avons suivi à la lettre le plan des menteurs qui nous dirigent. Leur objectif était de nous faire accepter officieusement Israël comme une puissance nucléaire, tandis que les nations européennes cherchent à cacher cette triste réalité. Les débats interminables sont alors ouverts. Israël, bombe ou pas bombe? Comment l'ont-ils obtenu? L'aboutissement de tous ces débats importe peu. L'essentiel est là. On parle de la force de frappe israélienne. On valide sa puissance de feu atomique. Le but est atteint. En l'espace d'un instant, Israël est passé du petit État frêle voué à une destruction à court ou moyen terme à l'une des nations les plus puissantes du monde, faisant partie du cercle très fermé des pays disposant de l'arme atomique. Le sous-entendu est terrifiant. Celui qui osera affronter une nation atomique se verra irrémédiablement rayé de la surface du globe ou de la galette cosmique si l'on est adepte de la Terre plate. La dissuasion nucléaire, quelle idée lumineuse. Dans le domaine de l'ingénierie sociale, on a rarement fait mieux. Après le diviser pour mieux régner, voici qu'Israël tient sa propre maxime, effrayer pour mieux exister. S'il y a dissuasion, c'est bien pour une raison particulière. Dissuader les nations arabes hostiles à l'imposteur érigé en terre sainte par la force de l'attaquer. Il fallait le rendre intouchable aux yeux de ses ennemis pour le maintenir en vie. La bombe atomique a fait le job.
C'est le premier effet qui se coule. Mais la suite est encore meilleure. Elle concerne le pétrole et sa disponibilité foisonnante sous les pieds des Arabo-Perses. Cela n'a jamais été le fruit du hasard. Ce n'est rien d'autre qu'une mise en situation des acteurs d'un plan qui se déroule sur plusieurs décennies. Le scénario, rédigé entre deux mondes dans les salles obscures et en pignon sur université, tel que Yale, prévoyait à l'origine de faire s'entretuer les musulmans. En tant que suiveurs de la vérité qu'est la religion musulmane, ils doivent s'entretuer dans la logique satanique de l'inversion des valeurs. Pour y parvenir, il fallait leur donner les moyens d'ambition qui ne sont pas les leurs. Des armes, beaucoup d'armes, et de l'argent, beaucoup d'argent. Le pétrole est venu remplir les poches trouées des bédouins du désert, voisins directs de l'imposture nationale judaïque. La suite du plan consistait à créer des antagonismes au sein de ces musulmans en créant une multitude de sectes et de courants de préférence opposés qui permettraient de lancer des hostilités. Des belligérants aux poches pleines peuvent se battre très longtemps. Dans les faits, c'est ce qui se passe. La bombe atomique et le pétrole arabo-persique ont offert la meilleure protection à l'entité scélérate qui usurpe la Palestine. Cependant, la meilleure définition de l'État imposteur d'Israël a été donnée par le zozotan Rav von Shaya, qui depuis sa yeshiva de Jérusalem nous a offert la narration mythique d'une prophétie juive. On demanda à un sage comment le Mashiach pourrait venir alors que le peuple juif, petit et sans grandes ressources militaires, surtout comparé aux puissances environnantes de l'époque, comment ce pays arriverait à attirer le Mashiach. Le sage répondit par une parabole. Le roi annonça un concours de combat de coq et chaque participant devait préparer son coq pour un combat acharné. Le jour du combat, tandis que tous les autres coqs étaient puissants et agressifs, le sien était petit et fragile. Pourtant, à la fin, son coq chétif représentant Israël était le seul survivant, vainqueur sans livret de combat, car les autres s'étaient détruits entre eux. La parabole signifie qu'à la fin des temps, les peuples se feront la guerre entre eux, une guerre puissante et dévastatrice, dont le seul bénéficiaire sera le peuple d'Israël, selon les prophéties. Les nations feront tout pour éviter d'entrer en guerre, mais il semble inévitable qu'ils soient finalement contraints de le faire, poussés dans le conflit par la tignasse des cheveux. Chaque fois qu'ils voudront sortir du conflit, on les y remettra de force. Finalement, seul le petit coq israélien, fragile et apeuré, restera en vie pour profiter de la terre en tant qu'unique survivant d'un conflit qu'il n'a pas mené et qui avait pour seul but de lui être profitable. Pour ce faire, il fallait que le monde entier s'entretue. Merci, très cher Rav. Jamais une telle définition de ce cancer qu'est l'État juif de Palestine et du Levant n'a été aussi vraie. Lorsqu'il est question d'effrayer les peuples, United Fake of America n'a pas de rival sur Terre, hormis bien entendu sa métastase cancéreuse qu'est l'État imposteur d'Israël. C'est chez Oncle Samuel que l'on observe les techniques les plus abouties d'escroquerie par la peur à l'échelle planétaire. Son chef-d'œuvre en la matière reste et restera pour de longues années encore le mythe de la radioactivité atomique. Oncle Samuel propose toujours pour accompagner un mythe son antidote afin de faire passer la pilule plus facilement. Ainsi est apparu un certain Galen Windsor au détour d'une série de vidéos postées sur les plateformes Vimeo et YouTube durant l'année 2011. Monsieur Windsor est défini comme étant un physicien nucléaire de renommée qui a travaillé et a contribué à la conception des centrales nucléaires Danford, Oak Ridge, San José et Wigginton. Il était chargé de la mesure, du contrôle ainsi que de l'inventaire du combustible nucléaire et de son stockage. Il a voyagé et tenu des conférences partout en Amérique et y a fait plusieurs vidéos dénonçant la mauvaise compréhension des radiations nucléaires. Il démontre que la peur des radiations a été exagérée dans le but d'effrayer les gens. Ainsi, quelques personnes puissantes peuvent maintenir un contrôle total sur la ressource la plus lucrative du monde. Dans une conférence en 6 parties, il affirme s'être baigné à de nombreuses reprises et sans dommage aucun dans les bassins de refroidissement des réacteurs nucléaires. Il allait même pousser le vice jusqu'à boire en public de l'eau issue de ces bassins. Son but était de dénoncer le mensonge de la radioactivité qui ne serait que pure invention à des fins lucratives. C'est mignon tout plein. La naïveté de Galen Windsor frise le ridicule. L'intérêt d'un tel mensonge n'a jamais eu de rapport avec l'argent. Évidemment, un certain nombre de multinationales se sont formidablement enrichis ces 60 dernières années sur cette mystification. Mais les instigateurs de cette fake news intergalactique ne sont pas motivés par l'appât du gain. Pourquoi ? Parce que ceux qui l'ont mis en place sont ceux qui ont conçu le système de la fausse monnaie. Dans la mesure où ils fabriquent eux-mêmes l'argent, ils n'ont aucun intérêt de courir après. Le coup de force se trouve justement là. L'argent qu'ils fabriquent sert d'appât pour faire le sale boulot aux masses ignorantes. Ils tiennent dans une main le pouvoir financier et dans l'autre le pouvoir médiatique. Ils ont d'abord enflé l'humanité avec un système frauduleux de papier-monnaie et scriptuaire appelé à devenir très prochainement monnaie numérique totalement virtuelle. Le contrôle des finances mondiales obtenues, ils ont développé l'ogre médiatique, presse, livres, télévision, cinéma, programmes scolaires, universitaires, études scientifiques, qui servent leur cause en insinuant dans l'esprit des peuples leurs desiderata. S'il fallait un exemple pour illustrer mon propos, le darwinisme serait celui-là. Comment expliquer la fulgurante propagation de cette fumisterie à l'échelle planétaire et le fait qu'il soit toujours enseigné dans les écoles? Comment cette théorie, car ce n'est qu'une théorie, a-t-elle pu bénéficier aussi longtemps dans le temps de si nombreux soutiens scientifiques et moyens financiers qui semblent ne jamais se tarir? Comment cette théorie reste la seule à être étudiée au détriment d'autres théories? Pourquoi cette théorie est-elle finalement officieusement devenue un fait scientifique établi? La réponse à toutes ces questions est on ne peut plus claire. Est-ce que Galen Windsor dit vrai ou n'est-il qu'un affabulateur? De mon point de vue, il ne ment pas.
Du moins, il expose une vérité de manière sincère, à savoir l'inexistence des radiations dans le sens communément admis. Il est évident que les radiations existent, le mensonge se trouve dans l'affirmation qu'elles sont nocives et potentiellement mortelles. Galen Winsor n'est rien d'autre qu'un idiot utile, le fameux, celui que l'on utilise pour une opération précise. Comme tout bon idiot utile qui se respecte, Galen Winsor a fait ce qu'on en attendait de lui. Ses aveux réalisés en 1986, aussi sincères soient-ils, n'ont pas été faits et surtout pas diffusés mondialement depuis 2011 dans un but désintéressé. En effet, il faut être extrêmement naïf pour penser que l'on découvre des mensonges aussi énormes en cliquant simplement sur une vidéo YouTube ou en lisant un livre aussi ostracisé soit-il. Chaque mensonge découvert est voulu et planifié. Celui des radiations nucléaires ne fait pas exception à cette règle. La démocratisation d'Internet a sonné le début de la fin. C'est seulement lorsque le plan est entré dans sa phase finale, où il n'est désormais plus possible d'enrayer la machine démoniaque mise en place des siècles en amont, que l'on a laissé la masse s'informer sur le complot. Il faut garder à l'esprit qu'Internet est l'arme la plus incroyable qui nous ait été offerte par nos ennemis. Le but de tous ces complots réels, supposés ou créés de toutes pièces vise en premier lieu à propager à grande échelle une inextricable confusion, une incertitude permanente, exténuante, anéantissant toute réflexion un tant soit peu sensée. Cependant, il est difficile de contredire les allégations de Galen Winsor. Comme il est expliqué dans la conférence, l'idée du danger radioactif permet de protéger de manière absolue et à moindre frais un site radioactif ou susceptible de l'être. Personne n'irait se balader dans une forêt ni même tenter de cambrioler une maison si l'on sait qu'elle est radioactive. Les risques encourus ne sont plus de l'ordre pénal, mais vital. La mort en guise de salaire. C'est plus que dissuasif. La peur, c'est le cœur du mensonge. Instiller une peur paralysante qui fera office de protection absolue. Les humains ne s'y aventurent donc pas. Les animaux, oui. En effet, difficile de conscientiser la peur des radiations à nos amis les bêtes. Pour cela, il suffit simplement de voir la faune et la flore sur des sites tels que Fukushima ou Tchernobyl pour comprendre que tout ceci n'est qu'une mise en scène. Les radiations ont cette fâcheuse tendance à ne s'attaquer qu'aux hommes, mais aucunement aux animaux. Ces derniers sont semble-t-il immunisés. Un reportage de France 2 d'avril 2016 est un bel exemple de chutzpah, de contradiction et de mensonge. Les journalistes arrivent en 4 minutes à dire tout et son contraire. L'ultime question qui reste en suspens, c'est de savoir de quoi sont morts les liquidateurs de Tchernobyl. Il en va de même pour les diverses maladies, mutations et autres malformations causées par les radiations. Se peut-il qu'on nous tue par fausses radiations interposées? Sommes-nous devenus les cobayes à l'échelle planétaire de ceux qui nous dirigent, qui nous empoisonnent, dissimulés sous le masque radioactif? Toutes les hypothèses sont envisageables. Les révélations de Sieur Winsor servent en réalité de marchepied à la remise en cause des bombes atomiques elles-mêmes. On peut légitimement se poser la question de savoir, puisque la nocivité de la radioactivité n'a plus lieu d'être, si la puissance destructrice des bombes nucléaires n'est qu'un mensonge de plus. Afin de nous représenter une explosion nucléaire, nous disposons de plusieurs films de déflagration atomique, ainsi que des images des décombres des deux villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Le constat est clair. Il ne s'agit en réalité que d'explosions de TNT, des centaines de tonnes extrêmement puissantes, mais ce ne sont pas des explosions nucléaires qui pulvérisent tout. Les explosions nucléaires des deux villes japonaises sont de puissantes explosions de TNT et de bombes incendiaires. Ces deux villes japonaises n'ont pas été choisies par hasard. Étant constituées majoritairement de constructions en bois, larguer une bombe atomique allait les éradiquer de manière spectaculaire. Pas sûr que larguer sur Manhattan, cela aurait eu le même effet dévastateur. Le mensonge de la nocivité des radiations nucléaires peut donc se comprendre dans un but à la fois lucratif mais surtout sécuritaire, offrant cette formidable capacité de vider de ses habitants des régions entières rapidement et facilement. Tout le monde a les yeux tournés vers la zone 51 dans le désert du Nevada, alors que de nombreuses autres zones interdites, dites zones d'exclusion nucléaire, sont protégées des curieux à moindre frais et sans éveiller le moindre soupçon. Difficile de savoir si ces zones d'exclusion, pouvant parfois perdurer plusieurs décennies, sont utilisées et dans quel but par ceux qui nous dirigent. Satan excelle dans une infinité de domaines, mais celui qui lui sied le mieux, c'est celui de l'amalgame. Il mélange avec une dextérité inégalée le faux et le vrai, saupoudrant allègrement le tout d'un zeste d'authenticité maquillé de vraisemblance, servi avec un tissu de bobard et une sauce propagande. Un astucieux mix de vérité et de mensonge, dosé précisément pour créer une confusion si enchevêtrée qu'il devient impossible de savoir où commence la vérité et où finit le mensonge. L'exemple de Galen Winsor en est la parfaite illustration. Constater que la nocivité des radiations nucléaires est un mensonge est une bonne chose. Cependant, il serait plus que dangereux d'exclure la réalité de la bombe atomique. Rien ne prouve formellement qu'il s'agisse d'un mensonge. Dans l'expectative, il vaut mieux rester très prudent. Peut-être que la vérité est tout simplement ailleurs. Cependant, un dernier point semble faire pencher la balance du côté du mythe atomique. Il paraît en effet peu probable que le créateur puisse laisser entre les mains des pires criminels de l'histoire une arme aussi destructrice que la bombe atomique. Cela semble tout à fait impossible. Offrir la possibilité de détruire l'humanité à des nations démoniaques est un non-sens qui laisse à penser que le mythe atomique est bien réel. De mon point de vue, le mythe de la bombe atomique a été créé pour offrir à Israël une protection absolue et assurer son existence à long terme. C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Il semble que cela ait bien fonctionné. La fin cependant est proche. En définitive, l'idée d'interdire et de
sanctionner les pays souhaitant posséder l'arme atomique s'inscrit dans la prétention mensongère de l'existence de cette arme fictive. Interdire quelque chose, c'est la meilleure façon de confirmer son existence. Le pire, c'est que les pays souhaitant disposer de cette arme chercheront indéfiniment. C'est toujours ce qui arrive quand on recherche quelque chose qui n'existe pas. Ils perdront leur temps et dilapideront des milliards pour financer des programmes scientifiques secrets. Des milliards qui finiront directement dans les poches de ceux-là même qui interdisent aux autres de posséder cette prétendue arme atomique. La suite logique sera que le dirigeant du pays qui s'est laissé tromper dans cette course à la bombe sera éliminé. Ce plan est diabolique.